om hulde te brengen aan de heren Armand de Decker, Philippe Moreau, Gérard Depré, Hendrik Daams, Philippe Mahou, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Svennen en Marcel Chéron, ter gelegenheid van hun 30-jarig, 25-jarig of 20-jarig ambtsjubileum. Donc le Sénat se réunit en séance extraordinaire pour rendre hommage à tous ses collègues à l'occasion de leurs 30, 25 ou 20 années de mandat parlementaire. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd het volgende telegram te zenden. Ter gelegenheid van de huldiging door de Senaat van de staat van dienst van enkele parlementsleden wens ik mijn waardering tot uitdrukking te brengen voor de inzet die betoond werd pour l'engagement qui a été pour les services rendus par Monsieur le ministre d'État Armand de Decker à l'occasion de son 30e anniversaire de mandat parlementaire. À Messieurs les ministres d'État Philippe Moreau, Gérard Depré et meneer Hendrik Daams pour leur 25e anniversaire de mandat parlementaire en aan mevrouw Mieke Vogels en de heren Mahou, Guy Svennen en Marcel Chéron tijdens hun 20-jarig parlementaire mandaat. Il m'est très agréable de joindre aux marques de sympathie qui leur sont témoignées mes vives félicitations et mes meilleurs vœux pour leur santé, leur bonheur et une activité féconde au service du pays. Monsieur André Flahault, président de la Chambre des représentants, nous a fait parvenir le télégramme suivant. Au nom de la Chambre des représentants et en mon nom personnel, je tiens à féliciter chaleureusement les membres du Sénat qui sont honorés aujourd'hui pour leur jubilé parlementaire. Collega's Armand de Decker, Philippe Moreau, Gérard Depré, Rick Daans, Philippe Mahou, Mieke Vogels, Guy Svennen en Marcel Chéron hebben een zeer betekenisvolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit en de efficiëntie van de parlementaire werkzaamheden in ons land. Wij wensen hen hiervoor zeer oprecht te bedanken. We delen de vreugde en trots die zij voelen naar aanleiding van deze formele erkenning en waardering voor de vele jaren van inzet en dienstbaarheid aan de natie. En na het voorlezen van deze twee telegrammen we beginnen met de zitting van hulde met toespraken aan de jubilarissen. Et nous allons commencer par le discours d'hommage à M. Armand de Decker. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, invités des jubilaires, mais surtout, cher Armand, chers collègues, le vendredi 25 mai 1973, il y a près de 41 ans, dans la salle de lecture de la Chambre des représentants, qui nous est si familière, le président de la Chambre, Achille Van Acker, inaugurait le portrait de son prédécesseur, le baron Kronacker. Luc de Decker, portraitiste de renom, le portrait, assistait à l'inauguration en compagnie de sa famille. Et c'est à cette occasion que le fils cadet du peintre prénommé Armand, en hommage à son oncle diplomate, fut frappé par la pertinence d'une carrière politique. Utile à ce moment même, en cet endroit symbolique, la même intuition qu'Adlai Stevenson formula de la façon suivante: We mean by politics the people's business, the most important business there is. C'est en tout cas cet événement que l'intéressé lui-même aime évoquer comme le déclic de sa vocation. Dans le cas d'Armand de Decker, l'intérêt qu'il porte à la chose publique en général, mais en particulier au thème de la politique étrangère et de défense est permanent, profond et empreint d'un parcours intellectuel personnel et indépendant. Armand de Decker est non seulement toujours extrêmement bien informé sur les dossiers brûlants du moment, dans ces deux domaines, il a de tout temps développé une analyse insensible aux emportements et engouements des faiseurs d'opinion. J'en veux pour preuve son approche des deux dossiers qu'un quart de siècle sépare dans le temps, et je vais les mentionner. Au moment où des milliers de Belges défilaient dans les rues de Bruxelles à l'aube des années 80 pour s'opposer parfois virulemment à l'installation des missiles de croisière américains sur notre territoire, c'est le trentenaire Armand de Decker qui se profile en porte-parole du PRL pour convaincre le gouvernement d'honorer son engagement au sein de l'OTAN. Son engagement le mènera à se traîner, livide, car souffrant d'une grave hépatite,
jusqu'à l'hémicycle de la Chambre pour apporter le soutien de son vote à l'installation des missiles. De la même façon, il est frappant de voir aujourd'hui qu'Armand de Decker s'exprimer au sujet d'un tout autre thème, à savoir la crise ukrainienne, de façon bien plus nuancée et respectueuse envers la Russie que la grande majorité des ténors occidentaux. N'a-t-il pas, il y a un mois d'ici, souligné devant le Cercle de Lorraine l'importance de, et je cite, comprendre le point de vue russe, en s'empressant de dresser un historique permettant de mieux appréhender les événements récents. C'est là, j'en suis convaincu, un ensemble de qualités qui élèvent un homme politique au rang d'un homme d'État. Armand de Decker, tout au long de son impressionnant parcours, a toujours réussi à éviter deux écueils majeurs dans le discours politique. Chez lui, on ne trouvera ni cynisme, ni angélisme. Ce serait lui manquer de respect que de ne voir en lui que cette réflexion poussée dans le domaine de la politique étrangère et de défense. Armand de Decker, principalement au cours de ses deux présidences du Sénat, a développé sa propre doctrine sur le bicaméralisme et en particulier sur le rôle fondamental que les hautes assemblées peuvent jouer en démocratie parlementaire. Là aussi, à rebours des convictions dominantes du moment, il défend avec force la primauté de la qualité de la législation sur l'immédiateté que privilégie malheureusement bien trop souvent notre époque. À plusieurs reprises, dans l'enceinte de l'Association des Sénats d'Europe et même à la réunion des Sénats du monde organisée par son ami Christian Poncelet, président du Sénat français à l'époque, Armand de Decker, en juriste avisé, s'est insurgé contre les lois écrites dans l'urgence et de ce fait non seulement difficile à appliquer, mais allant même jusqu'à se révéler parfaitement inapplicable parce que tout simplement contradictoire. En cela, il est le digne héritier de Francis Bacon, qui à l'aube du siècle des Lumières soulignait déjà cette vérité fondamentale: Certainty is the foremost dignity of the law. Bref, aucune mode, aucun emballement de ses contemporains n'a jamais pu distraire Armand de Decker de son engagement en faveur des fondamentaux de la démocratie parlementaire. À côté d'un réel parcours intellectuel, Armand de Decker peut se targuer d'avoir marqué concrètement l'édifice parlementaire, et je parle littéralement de l'édifice parlementaire. Commençons par notre petit bout de l'éventail. Sans Armand de Decker, il y a fort à parier que les salons de la présidence ne présenteraient pas aujourd'hui aux visiteurs, vous le verrez tantôt, ce cadre à la fois prestigieux et chaleureux que nos collègues de la Chambre nous envient. Sans Armand de Decker, il y a fort à parier que le Parlement bruxellois n'aurait pas à s'enorgueillir de cet hémicycle unique en son genre, futuriste, au sommet d'un édifice historique. Et élargissons le focus. Je lui suis particulièrement reconnaissante d'avoir, comme ministre de la Coopération au développement, eu l'intelligence de soutenir dans les pays en voie de développement non pas des projets de prestige, mais d'abord des projets répondant aux besoins vitaux des populations en souffrance, dans le prolongement des objectifs du millénaire qui ont bien sûr encadré toute cette période. Ce portrait n'est pas complet. Il fait l'impasse sur le bourgmestre très apprécié Ducle, sur le talentueux représentant de la Belgique au Conseil de l'Europe, sur le brillant président de l'Assemblée parlementaire de l'UEO, sur le grand ami de l'Afrique centrale, sur le redoutable conteur de blagues, sur un rire chaleureux et contagieux, sur une gentillesse rare dans nos milieux politiques. 30 ans déjà, cher président Armand, je vous adresse au nom du Sénat, pour qui vous avez été un président ouvert au monde, mes plus chaleureuses félicitations, et j'espère pouvoir vous saluer en vous, en paraphrasant John Kennedy, le vrai politique, celui qui a su garder son idéal tout en perdant ses illusions. Et maintenant, c'est mon tour aussi de faire un discours d'hommage à M. Philippe Moureau. Chers collègues, cher Philippe, issu d'une famille d'hommes politiques, Philippe Moureau fut touché par le virus de la politique durant son enfance. Son père, Charles Moureau, était ministre libéral. Ses origines aisées n'empêchèrent pas Philippe Moureau de suivre une autre route et de se rallier résolument à la gauche. Ses débuts dans la vie active, il les vit dans l'enseignement. Spécialiste des Pays-Bas autrichiens, il a enseigné l'histoire à l'Université libre de Bruxelles. C'est Henri Simonet qui l'a fait entrer en politique.
Difficile de ne pas voir comme la franchise de ton et ce verbe frondeur rapprochent ces deux orateurs nés. Après avoir dirigé l'Institut Émile van der Velde, Philippe Moureau devient chef de cabinet d'André Coles, en qui il trouve son mentor politique. Plus que pour tout autre au PS, l'assassinat du maître de Flémal, Philippe Moureau. Énumérer toutes les fonctions politiques que Philippe Moureau a remplies risquerait de rendre cette séance d'hommage littéralement interminable. Ministre dans 6 gouvernements, il fut également plusieurs fois vice-premier. N'oublions pas non plus qu'il fut ministre-président de la communauté française à 2 reprises. Philippe Moureau est l'un des architectes qui ont façonné l'organisation de notre pays telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dès ses débuts en politique, en 1980, il marqua de son empreinte la loi spéciale du 8 août, loi de base du modèle fédéral belge. Philippe Moureau a par conséquent été associé à toutes les réformes majeures que notre pays a connues depuis 3 décennies, en ce compris la dernière réforme qui entrera en vigueur à partir du 25 mai. Il s'agit d'une révolution lente et irréversible, pour employer ses propres termes. Pendant toutes ces années, il a donc été non seulement un observateur privilégié, mais aussi un acteur majeur des métamorphoses subies par l'État belge. Sur le plan législatif, Philippe Moureau nous lègue un très bel héritage. En 1981, alors ministre de la Justice, il fut l'initiateur de la loi antiracisme, aujourd'hui connue comme la loi Moureau. Texte qui revêt une importance particulière puisqu'il forme la pierre angulaire de notre législation en matière d'égalité de traitement. En 2004, le sénateur Moureau co-signe la loi octroyant un droit de vote actif aux étrangers aux élections communales. Il s'agit à nouveau d'une loi à haute valeur symbolique qui traduit sa vision de l'intégration politique des non-belges dans notre pays. Ces 2 lois illustrent clairement les convictions fondamentales de Philippe Moureau sur la construction de la société. Non content de s'être illustré sur la scène politique nationale, Philippe Moureau ne pouvait être qu'un bourgmestre passionné, aux opinions très tranchées pour Molenbeek-Saint-Jean. Cette tâche, il s'y attela de 1992 jusqu'aux dernières élections communales. Son choix pour le majorat de cette commune effervescente témoigne, si besoin en est, de sa conception de l'engagement politique. En homme de gauche convaincu, il se doit de garder le contact avec la réalité sociale et de traduire ses idéaux politiques en une gestion concrète, ouverte à la participation de tous. Un journal bruxellois l'a un jour qualifié de « dernier marxiste du village d'Astérix ». Tous ceux qui le connaissent savent que Philippe Moureau est à la fois un intellectuel pur jus et un homme de principe et de conviction inébranlable. Il défend alors son credo de façon si lumineuse et percutante lors des débats politiques que rares sont ceux qui parviennent à le contredire. Philippe Moureau est tout sauf un centriste et il ne s'abaissera jamais à esquiver le débat, pas même en tant que président de la commission. C'est peu dire qu'il affectionne la polémique, qu'il lui arrive de tenir des propos incisifs et qu'il exècre la médiocrité. C'est dans cet hémicycle, il y a plus de 30 ans, qu'à l'aube de sa carrière politique, Philippe Moureau a provoqué un premier incident majeur qui força même mon lointain prédécesseur à user de son maillet. En pleine discussion juridique, le jeune ministre de la Justice, le premier de l'histoire du pays à ne pas être docteur ou licencié en droit, lança au vénérable Cénacle un semblant de citation, assénant que les juristes étaient au fond des grands comédiens. S'ensuivirent de vives exclamations des colloques, je cite le rapport de l'époque, la sortie de la majorité des membres et ce que les annales de l'époque ne renseignent pas, l'intervention du médecin du Parlement au chevet du président de la Commission de la Justice. Son pouvoir d'analyse et de persuasion est tel qu'il est souvent consulté et écouté. Philippe Moureau, c'est un tribun d'une habileté politique rare, un fin négociateur, qui n'a pas son pareil pour tourner une situation à son avantage. Il sait par ailleurs attendre patiemment son heure pour atteindre ses objectifs politiques. Il est avant tout un homme politique qui aligne ses actes sur ses idées. Sa vision de l'avenir de notre pays est claire et il n'a plus jamais hésité à affirmer publiquement sa volonté de le voir évoluer vers un modèle confédéral. Il a recommandé à de multiples reprises aux francophones d'accepter le modèle confédéral pour mettre fin au séparatisme. Mais n'oublions surtout pas que Philippe Moureau est avant tout un humaniste. Il aime citer ce mot de Benoît Malon. Les racines du socialisme plongent dans toutes les douleurs humaines, dans tous les progrès intellectuels et moraux, dans toutes les maturations de l'histoire. À ses yeux,
Il n'y a pas de socialisme sans une approche sentimentale de la chose politique, sans une empathie. À Philippe Moureau, au-delà de son engagement pour la chose publique, nous souhaitons de belles heures de détente et de jardinage en Sibérie. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit du lieu-dit de sa résidence secondaire dans le Namurois. Peut-être pourra-t-il donner une suite à La soupière chinoise, son premier roman policier à la recherche d'un meurtrier dans les marécages de la vie politique belge. Tous mes vœux. Hommage à Gérard Deprez, un Ardennais de pure souche, né en 1943 près de Bastogne sous l'occupation. Il a 1 an lorsque son père et son oncle sont fusillés par les soldats allemands. Son village natal, Noville, est complètement détruit. Ce drame le marquera et déterminera plus tard ses nombreux engagements politiques et sociaux. Pour Gérard Deprez, l'engagement pour l'Europe n'est pas un vain mot, et je peux en témoigner pour avoir partagé quelques années avec lui au Parlement européen. Comme il a exprimé récemment devant un jeune public, si l'on ne fait pas l'Europe, le continent européen peut à n'importe quel moment revivre l'horreur que l'on a connue. L'Europe n'est pas pour lui seulement une idée, fût-elle noble. La grande histoire, celle qui se joue à la fin de la guerre sur les plateaux de l'Ardenne, celle qui conduira à la destinée de notre continent, est aussi son histoire à lui. Il y puise, comme de nombreux politiciens de sa génération, un bel idéal et des convictions fortes. L'engagement européen de Gérard Deprez prend forme très tôt. Il fourbit ses premières armes dans le mouvement chrétien-démocrate européen dès l'université. Plus tard, beaucoup plus tard, cet engagement prendra sa pleine mesure. Élu à 5 reprises, il siégera au Parlement européen pendant 25 ans, d'abord au sein du groupe du Parti populaire européen, puis au sein du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Il présidera la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Sa façon de conduire les travaux de cette commission, cordiale et à l'écoute de tous, lui vaut l'estime de toutes les forces politiques. Pourtant, à la sortie de ses études, Gérard Deprez ne se destine pas à la politique. Il est nommé assistant à l'UCL, au Centre de recherche sociologique, et défend en 1974 une thèse de doctorat en sociologie. C'est un esprit brillant et sa connaissance des sciences sociales en fera, durant 40 ans, un des analystes les plus fins et les plus écoutés de la vie politique belge. Il entame sa carrière politique dans différents cabinets, auprès des ministres Jean-Pierre Graffé et Henri-François Vanal. Il est très tôt remarqué par Charles-Ferdinand Nothomb, qui l'introduit au secrétariat général du Parti social-chrétien en sa qualité de conseiller politique. En 1979, il devient chef de cabinet de Paul van den Buynans, alors vice-premier ministre. Dès 1981, il présidera aux destinées du PSC. Une longue présidence de 15 années, marquée par une rénovation profonde du parti. On devrait même parler en l'espèce d'un aggiornamento, et sur le plan politique belge, par 8 gouvernements et 2 réformes de l'État. Il dirige en 1992, avec Hugo Schiltz, le dialogue de communauté à communauté, qui aboutit à la rédaction finale de la Constitution de février 1994. Ironie du sort, ou vocation tardive, il rejoindra en 2010 la Haute Assemblée, qu'il contribuera une seconde fois à réformer. En 1997, le PSC connaît une crise suivie d'une rupture. En rébellion avec la nouvelle direction, Gérard Deprez reprend à son compte le projet d'une fédération avec le PRL-FDF et fonde le Mouvement des citoyens pour le changement, MCC. L'homme est et reste fidèle à ses principes. En 1999, il refuse le poste ministériel qui lui est proposé au sein du gouvernement wallon, jugeant scandaleuse l'inflation du nombre de ministres. Connu pour son franc-parler, il ose, à l'époque, dénoncer un gouvernement de pygmées,
accusant la région wallonne de faire un usage déplorable de son autonomie. Telle est sans doute la clé de votre personnalité. Gérard Deprez est un esprit libre. De l'Ardenne, Gérard Deprez hérite profondément un caractère entier, bien trempé, mais aussi un tempérament généreux, une grande sensibilité. Si sa longue expérience a fait de Gérard Deprez un sage en politique, au Sénat, on pourrait dire qu'il est un jeune sénateur. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il rêvait d'être cow-boy. Comme il n'a pas pu devenir cow-boy, il a fait de la politique. Qu'il se rassure, dans nos débats, il a toujours su tirer vite et juste. Dans le fond, le rêve d'enfant s'est peut-être réalisé. Dans notre hémicycle, les interventions de Gérard Deprez ont toujours été écoutées et appréciées pour leur sagesse et leur bon sens. Pour cette longue et féconde carrière au service de l'État, nous vous adressons nos plus vives félicitations. Nous sommes convaincus que votre franchise, votre ténacité, ainsi que l'expérience accumulée tout au long de votre vie politique pourra servir encore longtemps notre pays. Merci. Huldebetoon aan Rick Hendrik Daams. Beste Rick, beste collega, ondanks het feit dat u pas aan uw eerste mandaat als senator toe bent, heeft u er al een zeer aanzienlijke politieke loopbaan op zitten. Van 1987 tot 1999 was u lid van die andere assemblée die ook in dit gebouw is gehuisvest. Nadien werd u lid van de federale regering als minister van Telecommunicatie, overheidsbedrijven en participaties. Daarna keerde u terug naar de Kamer met de kenmerkende groene kleur om uiteindelijk in 2010 in de voetstappen van uw vader te treden en deel uit te maken van deze hoge vergadering. Een éminence grise van uw partij verklaart regelmatig dat hij tot aan zijn dood Kamerlid zal blijven en daarna in de Senaat zal zetelen. U heeft echter niet gewoon afgewacht op wat onvermijdelijk moet komen. Uw dynamische karakter heeft er proactief voor gezorgd dat u de politieke schijndood te slim af was en zelf een, naar ik hoop en zo blijkt, deugdoende en leerrijke jobrotatie heeft doorgevoerd. Omdat u van de jaarlijkse begrotingsmarathons verlost was in deze assemblée, kon u zich vanuit het rode ploesje wijden aan onderwerpen zoals fiscaliteit, internationale aangelegenheden, humanitaire items, beleid in zaken overheidsbedrijven, bedrijfseconomische activiteiten, sociale materies en ga zo maar door. Van de reputatie van de Senaat, een politiek Jurassic Park, vol sigarenrokende heren en bejaarde dames, die nooit met hun vuist op tafel slaan, heeft u zich gelukkig helemaal niets aangetrokken. Zoals het een echte kasseistamper betaamt, is u uw eigen weg blijven gaan en heeft u verschillende thema's onder de algemene aandacht gebracht. Ik verwijs onder meer naar de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor spaarboekjes, de verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen, het aan banden leggen van het uitlenen van aandelen aan shorters, het invoeren van flexijobs. Een van de taken van de Senaat is een ontmoetingsplaats bieden voor de vertegenwoordigers van de gewesten en de gemeenschappen van ons land. En dat zal nog meer zo zijn in de toekomst. U is een pionier, want u heeft die opdracht ook op privévlak zeer ter harte genomen.
Ik kijk dan ook met belangstelling uit naar wat u in de toekomst nog rond dit thema zal willen realiseren. Uw lidmaatschap van de afvaardiging van de Senaat in de parlementaire commissie belast met de kwestie van de federale kieskring biedt daartoe ongetwijfeld boeiende en bijzondere mogelijkheden. Zoals het een goed parlementslid betaamt, beperkt u uw activiteiten niet tot het paleis der natie. Uw blik is stevast naar het oosten gericht. Wezen het dichtbij, van hieruit gezien Leuven, of een beetje verder China. Al enkele jaren timmert u met succes via een Belgisch-Chinees investeringsfonds aan een weg die de Belgische economische aanwezigheid in dat verre en immense land moet versterken. U heeft er niet alleen een levendige belangstelling voor de Chinese taal opgedaan, maar propageert zelfs het Leuvens in het Verre Oosten. Ook uw thuisbasis verwaarloost u niet. Regelmatig vindt men u terug op de barricade voor een beter mobiliteitsplan, tegen de bescherming van de Bondgenotenlaan, voor buurtcafés, voor een studentendorp en ga zo maar door. Zelfs de Leuvense wapenspreuk is het loven boven, altijd Louis loven, is niet veilig voor u. Uw verblijf onder ons heeft misschien ook onrechtstreeks vanuit een onverwachte dimensie en op onverwachte vlakken zijn effect gehad. Heeft de kennismaking met de notoire wijnkelder van onze assemblée, die ik nota bene als quaestor van deze senaat nooit gezien heb, het is een legende, maar heeft dat misschien een rol gespeeld bij het verrijken van de wijngaarden van het domein Hagelander met aanplantingen van het nobele Chardonnay-ras? En zou het dagelijks frequenteren van de rijke kunstcollectie die in de wandelgangen en vergaderruimtes van de Senaat te bewonderen valt, voor enige extra inspiratie gezorgd hebben bij uw eigen gekende, prachtige artistieke activiteiten? Beste collega Rick, uw dynamisme en positieve ingesteldheid doen me vermoeden dat u vandaag, en we zijn er zeker van, allesbehalve aan het einde van uw loopbaan denkt. Ik wens u nog vele jaren van persoonlijk geluk toe en van toegewijde inzet bij het vervolg van uw politieke loopbaan. Proficiat. À mon tour, je vais rendre hommage à Philippe Mahou à l'occasion de ses 20 ans de mandat parlementaire. Chers collègues, cher Philippe, c'est ainsi né, au sein d'une famille nombreuse, que Philippe Mahou voit le jour en 1944. Sa maman, veuve à un très jeune âge, a cependant réussi à offrir des études supérieures à ses 7 enfants. Et c'est ainsi que Philippe Mahou devient chirurgien. Sa formation médicale acquise à l'UCL, il la compléta comme assistant étranger des hôpitaux de Paris, puis sa carrière le mena au centre hospitalier régional de Namur. Cet hôpital, il le choisit déjà, aiguillonné par sa fibre sociale, car c'est l'hôpital du CPAS. La même démarche le mène à lutter pour la dépénalisation de l'avortement avec Willy Pierce. Tout au long de sa carrière médicale, fidèle à son engagement militant et à ses idéaux humanistes, il s'est investi dans l'action humanitaire avec Médecins sans frontières, le Croissant Rouge, Oxfam ou encore Solidarité socialiste. Les terrains de travail pour un chirurgien ne manquaient pas. Le Tchad, l'Éthiopie, l'Érythrée, Israël, la Palestine, le Laos, etc. Son implication dans le milieu associatif et ses contributions à des missions humanitaires l'ont de plus en plus poussé à l'engagement politique. Peut-être avait-il lu le journal de Jules Renard, et en particulier le passage « Dire je ne m'occupe pas de politique », c'est comme si vous disiez « je ne m'occupe pas de la vie ». En 1990, il déboule au Sénat. Il y amène son impatience et ses exigences d'homme d'action et il devient, 4 ans plus tard,
ministre de l'Éducation et de l'Audiovisuel du gouvernement de la Communauté française. Après cette expérience au pouvoir exécutif, il revient sur les bancs sénatoriaux, d'abord comme vice-président du Sénat, ensuite comme chef du groupe socialiste. Homme d'action tout court, il est aussi au Sénat. Il dépose une quarantaine de propositions de loi par législature. C'est surtout dans les débats éthiques que Philippe Mahou se fait remarquer. Il contribua aux lois dépénalisant l'euthanasie, sur la recherche sur l'embryon, sur la procréation médicalement assistée et bien évidemment à la loi récente dépénalisant l'euthanasie pour les mineurs que le Sénat vient d'adopter. Il se montre également ardent défenseur de la taxe Tobin. Pendant la législature 95-99, sous le gouvernement de Han II, l'enquête parlementaire du Rwanda fut un des moments forts des débats au sein de notre Haute Assemblée. Philippe Mahou est vice-président et rapporteur de cette commission, chargé de se pencher sur l'assassinat des 10 Para-Belges au début du génocide rwandais. Il sera un des seuls membres de la commission à se rendre sur les lieux des massacres. Il se fait remarquer par sa grande connaissance de l'Afrique, acquise sur le terrain lors des 7 missions en tant que chirurgien. Le rapport final formulait des recommandations qui visaient à éviter la répétition de pareils drames. Il ne tolère aucune forme de discrimination. Ne nous étonnons donc pas de trouver en lui un des pères de la loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe. Marqué par l'horreur rencontrée au cours de ses missions humanitaires dans les régions martyrisées par les conflits, il milite pour l'interdiction des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. Son initiative parlementaire en ce sens permettra à la Belgique de donner l'exemple. Un élan à l'échelle internationale s'en est suivi, avec comme point d'orgue la signature historique en 2008 de la Convention prohibant ce type d'armes. Très actif au niveau européen et international, toute son attention se porte sur la justice sociale, la solidarité internationale, la coopération au développement et les droits de l'homme. Il est, ou a été, membre de plusieurs délégations auprès d'institutions interparlementaires, l'OSCE, l'Union interparlementaire, où il a été président du comité des droits de l'homme des parlementaires, l'UEO, etc. En outre, depuis l'an dernier, il est à la fois vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et président de la délégation belge. Né un 26 juin, il a d'ailleurs le plaisir répétitif de fêter son anniversaire pendant la session d'été de l'Assemblée dans l'un ou l'autre Windstub à Strasbourg. C'est les collègues qui nous l'ont raconté, entouré de ses collègues parlementaires. Mais son intérêt pour l'Europe remonte à des horizons bien lointains. Cela fait de nombreuses années déjà qu'il est un des protagonistes au sein du comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, où il a toujours veillé à ce que le Sénat puisse pleinement jouer son rôle international sur un pied d'égalité et en collaboration avec les collègues de la Chambre. D'ailleurs, en 2001, lors de la présidence belge de l'Union européenne et dans la perspective de la déclaration de Laken, il fut en tandem avec son collègue député Chevalier, délégué par le Premier ministre Verhofstadt, pour consulter les parlements, les gouvernements et les faiseurs d'opinion des États membres et des candidats de l'Union européenne. C'est entre autres en assistant à d'innombrables réunions de la COSAC qu'il a très vite compris que tous les parlements nationaux de l'Union européenne sont confrontés à la même problématique, celle du déficit démocratique, et que la seule manière d'y remédier est de renforcer le rôle en la matière. Philippe Mahou accorde une grande importance au contrôle parlementaire du pouvoir exécutif. Il a personnellement instauré la pratique d'organiser des échanges de vues systématiques avec le Premier ministre avant et après chaque sommet européen. Tradition que d'autres parlements nous envient. De même, il n'a de cesse de veiller au suivi régulier de la transposition de la législation européenne dans l'ordre juridique national et au respect par les institutions européennes du principe de subsidiarité. Son action européenne a toujours été marquée par la philosophie typiquement belge de la concertation, du dialogue, du compromis et de la coopération, qui permettent à un petit pays de peser également dans un cadre supranational. Cependant, malgré son activité intense au niveau européen et mondial, Philippe Mahou s'est enraciné dans la belle commune de Gève, dont il a assumé le majorat le temps d'un lustre. Monsieur Mahou, cher Philippe, en notre nom à tous, je tiens à vous adresser mes sincères et cordiales félicitations à l'occasion de vos 20 ans de mandat parlementaire.
Huldebetoon aan Mieke Vogels. Er is veel water door de Schelde gevloeid sinds Mieke Vogels bijna 30 jaar geleden met politiek begon. Zij had toen al een tijdje haar licentie politieke en sociale wetenschappen op zak en een carrière op de rails als wetenschappelijk medewerkster van professor Herman de Leek in het vermaarde Centrum voor Sociaal Beleid van de UFSIA en daarna als vormingswerkster bij de Volkshogeschool Elkerik. Zij ziet zichzelf als een geluksvogel met het verloop van haar politieke carrière. Als iemand dat van haar staat van dienst zegt, dan klinkt daar iets anders in door dan wanneer deze bewering uit de mond van een van onze jongere collega's zou komen. Want samen met de hoogtepunten moet men toch ook de tegenslagen verteren en het blijven volhouden. 20 jaar op parlementair vlak, 30 jaar met de lokale mandaten erbij gerekend. Zichzelf een geluksvogel noemen typeert ook een beetje de stijl van Mieke Vogels. Op haar, in de positieve zin dan, eigenzinnige manier maakt zij haar punt liever met een uitspraak die blijft hangen, dan door boeken vol te schrijven met ideologische theorieën. Een beetje provocerend soms, vaak gecounterd met een positief humoristische ondertoon, of het nu op het spreekgestoelte in het parlement is, in het Antwerpse Schepencollege of als minister. Laat me deze eigenzinnigheid even belichten met een aantal hoogtepunten uit haar carrière. Ze noemt zichzelf bijvoorbeeld nadrukkelijk geen feministe. Maar lang voordat er sprake was van de quotawetten, stond ze daar als nieuweling in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met niet zo heel veel vrouwelijke collega's. Het was knokken. Ze kan dat niet ontkennen. Nadrukkelijk viseert ze niet de mannen. Ze zegt wel te ijveren voor meer vrouwen in de politiek, omdat ze van mening is dat vrouwen op een andere manier aan politiek doen en dus ook andere wetten zullen goedkeuren. Het gaat hem dus om de veranderingen die ze wil doorvoeren en is dat dan toch een vingerwijzing naar de mannen? Een ander aspect dat Mieke typeert is haar trots om senior te zijn. Dat zien we wanneer ze schepen wordt in haar geliefde Antwerpen. In een interview noemde ze haar schepenambt als één van de 2 hoogtepunten uit haar politieke carrière. Na bijna 10 jaar Kamer kreeg ze de kans een uitvoerend mandaat op te nemen. Dacht ze toen eindelijk volle echte actie? Het was nochtans geen eenvoudige klus. Vissen in de Schelde was misschien wat hoog gegrepen, maar ze deed de senior zijn afval sorteren, wat zowel de senior als Mieke Vogels geweten zullen hebben. Moeilijke dossiers als de ISFAG verbrandingsoven hebben haar hoofdbrekens bezorgd. Haar senioren zelfbewustzijn werd ook gekrenkt door de Vlaamse overheid die volgens haar betuttelend optrad. Nochtans zou het niet al te lang duren voordat ze zelf in die Vlaamse regering mee het roer in handen kon nemen. In 1999 werd Mieke na een ultrakorte passage in onze Senaat Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Nadien kwam daar nog ontwikkelingssamenwerking bij en dat brengt me dan bij een derde typische kenmerk van Mieke Vogels. Naar het schijnt zou een godsdienstleraar uit haar middelbare schooltijd haar verontwaardiging gewekt hebben omdat hij het maar normaal vond dat een dokter of advocaat meer verdiende dan een arbeider. En dat terwijl zij zelf opgroeide met een vader die loodgieter was en een moeder aan de haard. Uit een werkmansbroek geschud, zegt ze over zichzelf. Die verontwaardiging heeft geleid tot vele parlementaire vragen, interpellaties, wetsvoorstellen en ook decreten van haar hand. Tot op vandaag
vindt ze dat de jongeren, en ook iets oudere jongeren, beter wat meer om zich heen zouden kijken dan naar het scherm van hun smartphone. Is het toeval dat het opnieuw een uitvoerende functie is, Vlaamse minister, die zij als het tweede hoogtepunt in haar carrière omschrijft? En dan nog wel een functie die haar de kans geeft in te zoomen op de manier waarop onze maatschappij omgaat met haar kwetsbare individuen. Zij heeft op dat vlak veel projecten op poten gezet. Ik noem maar de uitbouw van de zorgverzekering en het ontwikkelen van het systeem van het persoonlijk assistentiebudget voor gehandicapten. Ze heeft mij dikwijls gezegd als minister dat ik er heel veel aangedaan heb door bepaalde decreten in het parlement te stemmen. En de zorgverzekering was ongetwijfeld een koninginnenstuk daarbij, Mieke. Zij sneed het probleem van de wachtlijsten aan en sloot akkoorden af met de social profit sector. Sinds 2004 zetelt zij opnieuw in het Vlaams parlement en sinds 4 jaar in de Senaat. En zij houdt nog steeds de vinger aan de pols als het gaat om de kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij blijft zich verontwaardigen over de verharding van de maatschappij. Misschien ligt het accent vandaag iets minder op de Sturm und Drang, wijze van veranderen, maar meer in het, ik citeer, ondersteunen met haar jarenlange expertise. Einde citaat, zoals ze zelf zei, naar aanleiding van haar eedaflegging als senator. Beste Mieke, eigenlijk zouden we het nog moeten hebben over uw ervaringen ten tijde van de Sint-Michielsakkoorden en de ecotax, de dioxinecrisis en de Lambermont-akkoorden of uw voorzitterschap van Groen. Politiek is vloeibare geschiedenis. Geschiedenis is gestolde politiek, schreef Harry Mulisch. Er is inderdaad aanzienlijk wat politiek langs u heen gestroomd. Soms moest u meedrijven en vaak leek u er het liefst tegenin te roeien. En inderdaad, veel gebeurtenissen waar u middenin stond, zijn zonder twijfel tot geschiedenis gestold. Dat is indrukwekkend. Maar laat ons vandaag niet alleen achterom kijken. Laat ons ook naar de toekomst blikken. We kunnen ze niet voorspellen, maar we kunnen ze wel wensen. In die zin, beste collega Mieke, wens ik u dan ook toe dat uw verontwaardiging om maatschappelijk onrecht te bestrijden u mogen blijven vergezellen, net als uw positieve ingesteldheid. Iemand positief benaderen is de sleutel van alle tolerantie, schreef u ooit immers zelf in een brief aan uw kinderen. Ik dank u voor uw gedrevenheid in uw parlementair werk en uw tussenkomsten in de Senaat en in de andere assemblees en heel hartelijk gefeliciteerd met uw politieke loopbaan in zijn geheel. Proficiat. Construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. Ces quelques mots, Marcel Cheron, je me permets de les emprunter à l'empereur Adrien, à travers la plume de Marguerite Yourcenar, et ceci ne constitue pas seulement un condensé extraordinaire de la philosophie qui anime le parti dont vous êtes, reconnaissons-le, un des plus redoutables tribuns. Ils concentrent aussi à eux seuls quelques-unes de vos passions, notamment celle pour l'écrivain Marguerite Yourcenar, mais aussi pour les paysages, et qui vous amènent à effectuer de grandes randonnées en montagne tous les étés. Elles me permettent aussi de révéler un de vos plus grands regrets, celui de ne pas avoir fait de grec durant vos humanités au collège Sainte-Gertrude à Nivelles, ce qui aurait peut-être décuplé votre passion pour l'antiquité gréco-romaine. Serait-ce ce regret profond qui vous a poussé vers une licence d'histoire à l'UCL avant de décider enfin de vivre et de construire directement l'histoire, celle avec un grand P,
celle de la police, la cité des hommes. Tout ce que les hommes auraient dit de mieux aurait été dit en grec. Qu'à cela ne tienne, je me lance donc, Nénike kamen, nous sommes victorieux. Ce sont les mots qu'utilisa le messager Phidippides qui courut de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses à l'issue de la bataille de Marathon. Mais arrivé à bout de souffle, il serait mort après avoir délivré son message. Loin de nous l'intention de souhaiter à notre collègue passionné du marathon un sort post-électoral aussi funeste. C'est que la course à pied, affirme-t-il, permet d'allumer la pensée profonde. Elle crée un phénomène d'introspection qu'on retrouve, selon lui, chez les ermites. Est-ce sa passion de la course qui a forgé ou qui n'a fait que décupler ce qui était déjà à présent en lui? Sa détermination, sa résistance à surmonter tous les obstacles et à aller au bout de ses convictions. Qualités qui l'ont indubitablement servi, puisque l'endurance est de mise en politique et dans notre hémicycle également. Quand j'arrête de courir pendant 3 jours, dites-vous, je deviens infernal. Une claustrophobie sénatoriale expliquerait-elle les interruptions et interpellations sonores de Marcel Cheron en séance plénière? Lorsque naguère il jouait au football, Olivier Deleuze et lui se faisaient appeler les tigres. Ceci explique peut-être cela. Et quel parcours éclectique que celui de Marcel Cheron. Après avoir collaboré pendant une décennie à un projet de restauration du patrimoine de la collégiale à Nivelles, il devient conseiller communal écolo à Nivelles, membre de la Chambre des représentants, membre du Parlement de la communauté française, où la culture et l'enseignement seront ses thèmes de prédilection. En 1999, il devient membre de la conférence intergouvernementale et interparlementaire pour le renouveau institutionnel. Depuis lors, il a gagné ses galons de maître en équilibrisme institutionnel. Il apporte énormément par son expertise, tant dans son parti qu'au sein des différents hémicycles où il siège. La connaissance du néerlandais l'aidera également à tisser des liens avec des collègues du nord du pays. On dit qu'on ne connaît un homme qu'à travers les personnages qu'il admire. Marcel Cheron serait un fan, pur et dur, du terriblement sarcastique Dr House. Tout comme le Dr House, notre collègue est un adepte de la barbe de quelques jours, mais comme lui, il manie comme personne l'humour au scalpel et l'art de la provocation avec une délectation non feinte. Nous vous adressons nos plus vives félicitations pour ce beau parcours et nous sommes convaincus que votre art oratoire et votre expérience wallonne feront merveille dans la chambre verte voisine. Merci. Het is mijn beurt om hulde te brengen aan collega Guy Swennen naar aanleiding van zijn 20-jarig parlementair mandaat. Beste collega, beste Guy. Collega's, Guy Swennen studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel. En eenmaal afgestudeerd zijn het vooral dossiers in familierecht die zijn voorkeur wegdragen in zijn Binzense advocatenpraktijk. Ze zullen hem levenslang boeien en een immer borrelende bron van inspiratie zijn voor zijn latere logistieke werkzaamheden. Het bleek voor Guy Swennen immers niet mogelijk aan de politieke lokroep te weerstaan. Doch voor hij zijn rechtenstudies aanvatte, was hij al lid van de Belgische Socialistische Partij. Hij engageert zich in de toenemende mate in zijn partij, die ondertussen tot SP omgedoopt werd, en waarvan hij in 1981 partijvoorzitter van het arrondissement Tongeren-Mazeik wordt. Een jaar later leveren de gemeenteraadsverkiezingen hem meteen een schepenzetel in zijn stad Bilzen op, waarna gemeentelijke en provinciale engagementen en mandaten elkaar tot op de dag van vandaag afwisselen en aanvullen. Bij de verkiezingen van 1991 verovert hij een zitje in de SP-fractie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Collega Swennen heeft steeds een voorliefde gehad voor het federaal parlement, omdat net daar de dossiers behandeld worden
die hem het nauwst aan het hart liggen. Het familierecht in de meest ruime zin van het woord. Tijdens zijn eerste verblijf in de Kamer werd met zijn toenmalige collega's Johan van de Lanotte en Renaat Landuit meteen de afspraak gemaakt dat het familierecht tot zijn exclusief werkterrein zou behoren. Een van de belangrijkste werkstukken in die periode betrof, toen al, het principe van gelijkgerechtigheid, meer bepaald voor samenwoners. Meteen ook onderwerp van een eerste volwaardige persconferentie voor het nieuwbakken parlementslid. Een persconferentie waarop welgeteld 1 journalist aanwezig was. Maar om het met brede rood te zeggen, het kan verkeren. Bij latere persconferenties was de quasi-volledige schrijvende pers aanwezig. In 1995 volgde een noodgedwongen verhuis naar het Vlaams parlement, toen nog Vlaamse Raad, hetgeen niet wegneemt dat hij ook daar de basis hielp leggen voor heel wat belangrijke dossiers en met zijn voorstellen steeds het maatschappelijk debat op gang trok. Zo zette hij het vegetarisme op de politieke agenda, iets waarvoor hij in 2003 de gouden wortel kreeg van de VZW-EVA, ethisch-vegetarisch alternatief. Maar hij legde eveneens mee de fundamenten van de regelgeving in zaken de zorgverzekering en het persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap. We hebben daar straks op gealludeerd. Zijn voorstel om de successierechten voor samenwoners gelijk te schakelen met deze voor gehuwden, in de eerste lijn, heeft de weg gebaand voor de latere verruiming van het toepassingsgebied van de successierechten in de eerste lijn, laagste tarief. In 2003 kon collega Svenne terugkeren naar de Kamer en beleeft er hoogdagen. Met toedoen van de subcommissie, waarvan hij voorzitter is, worden belangrijke brokstukken van het familierecht hervormd. Echtscheiding, co-ouderschap en afstamming. Door een van de kortste wetsvoorstellen ooit in te dienen, het schrappen van de 3 luttele woorden van verschillend geslacht, heeft hij er mede voor gezorgd dat België op wereldschaal het voortouw nam in het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Adoptie voor holibies werd ook mogelijk. Wees het niet zonder de nodige spanning, omdat slechts een zeer nipte meerderheid in de toenmalige Senaat instemde met de nieuwe regeling. In 2005 mocht hij een 3e homofolieprijs aan zijn verzameling toevoegen. Zowel in 2007 als in 2010 wordt Guy Svenne in onze assemblée gecoopteerd, waarbij zijn partij uitdrukkelijk de wens uitspreekt dat hij zijn werk met evenveel enthousiasme als voorheen zou verder zetten in de Senaat, de reflectiekamer, waaraan wetgeving in zaken ethische dossiers gesleuteld wordt, onder andere euthanasie, co-ouderschap enzovoort. Eind 2012 werd Guy Svenne verkozen tot lid van het college van quaestoren, ter vervanging van Bertantiot. Heeft deze niet altijd gemakkelijke functie met toewijding en deskundigheid uitgeoefend. Zijn collega's hebben meer dan eens een beroep kunnen doen op zijn ervaring als advocaat om in soms delicate dossiers tot een billijke beslissing te komen. Aangezien de functie van quaestor vanaf de volgende legislatuur zowel in de Kamer als in de Senaat verdwijnt, zal hij de parlementaire geschiedenis ingaan als de laatst verkozen quaestor. Meneer de quaestor, waarde collega, beste Guy, gedreven door uw verantwoordelijkheidsgevoel om degelijke, eerlijke en efficiënte wetten te maken en door uw verontwaardiging over discriminatie in de wet, situeert uw interesseveld en specialisatie zich voornamelijk op het vlak van ethische kwesties en de humanisering van het familierecht in al zijn facetten. Met tomeloze energie voerde u de afgelopen bijna 23 jaar uw strijd tegen vechtscheidingen en dito-erfenissen. Kwam op voor de rechten van holibies, ijverde voor het rechtvaardig en sociaal familie- en erfenisrecht. We herkennen in u een doorzetter en een verzoener, die met de nodige discretie, maar een niet aflatende overtuiging opdrachten kan afwerken. Maar bovenal kennen wij u als een zachtmoedig en vriendelijk collega. Met dit huldebetoon eren wij bij gevolg niet alleen uw parlementaire werk, maar willen we u eveneens onze dankbaarheid betonen voor de wijze waarop u dat heeft verricht. Collega Svenne, proficiat en van harte dank. Collega's, beste genodigden, ik nodig de vertegenwoordiger van de regering, staatssecretaris Courard, uit om het woord te nemen. Je vous invite à parler au nom du gouvernement.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un honneur pour moi de représenter le gouvernement ce soir pour rendre hommage à des collègues à la carrière exemplaire. Mevrouw Vogels, Monsieur De Decker, Monsieur Moureau, Monsieur Depré, meneer Daams, Monsieur Mahou, meneer Swenen, Monsieur Cheron. Uw jaren in het parlement bewijzen de kwaliteit van uw werk en uw inzet. U hebt allen in gebieden die u nauw aan het hart liggen en met volle overtuiging de strijd gevoerd die onze samenleving verbeterd en gemoderniseerd hebben, vooral onze medeburgers. We weten allemaal hoe veeleisend en vaak ondankbaar de taak van een volksvertegenwoordiger is. We weten allemaal het belang ervan. Dus hartelijk bedankt voor uw inzet ten dienste van algemeen belang. Que vous ayez 20, 25 ou 30 ans de carrière parlementaire, on peut dire que la politique a marqué votre vie, de la même manière que vous avez marqué la vie politique. Tous ensemble, vous formez une certaine mémoire de notre pays. Vous l'avez vu se transformer profondément. Vous avez été et êtes encore les penseurs et les artisans de cette mutation. Votre regard, votre expérience et votre analyse sont donc précieux et indispensables pour les plus jeunes d'entre nous et surtout pour celles et ceux, trop nombreux, qui seraient tentés d'emprunter des chemins nébuleux ou de se lancer dans des aventures politiques dangereuses. La vie parlementaire est passionnante. Vous en connaissez tous les arcanes et êtes certainement des sources intarissables d'anecdotes qui valent le détour. Mais c'est avant tout une aventure noble et altruiste. Celle d'être sans cesse à l'écoute et au service de ceux que nous représentons. Geachte senatoren, vandaag vieren we uw parel, zilveren of porseleinen bruiloft in het parlement dat ons nou aan het hart ligt. De hoeder van onze democratie laat me toe om u namens de regering van harte te feliciteren en te bedanken voor de prachtige jaren die u heeft doorgebracht in dienst van het land. En voor de meesten van jullie laat me toe om u nog vele gelukkige jaren toe te wensen in een half front. Bedankt voor uw aandacht. Merci beaucoup pour votre attention. Mevrouw Zrien en ik gaan nu de medailles overhandigen die door de Senaat worden uitgereikt aan onze jubilarissen.
C'est gentil. Monsieur le ministre, merci pour vos aimables paroles adressées au nom du gouvernement aux récipiendaires ou aux jubilaires. Madame, mevrouw de voorzitster, Madame la Présidente, très chers collègues, Mesdames, Messieurs, étant le sénateur le plus ancien en mandature, il me revient, Madame la Présidente, au nom... Il me revient, Madame la Présidente, au nom des 8 jubilaires, de vous remercier pour les éloges que vous venez de nous adresser avec bienveillance et perspicacité avec les membres de la questure. Le cardinal Mazarin disait « Il faut être assez sage pour refuser les louanges trop hyperboliques. Les gens ont toujours peine à croire ce qui sort trop de l'ordinaire. » Soyez rassurée, Madame la Présidente. Chacun d'entre nous 8 avons été très sensibles à vos éloges, car comme le disait pour sa part le philosophe Alain, tout le monde aime les éloges. Et il ajoutait, on dit bien qu'il y a un art de louer, c'est vrai, mais il tient en cette règle simple, louer toujours sans restriction. Met het vorderen van de jaren is het voor velen onder ons niet het eerste ulbebetoon dat ons te beurt valt. Sommigen zullen dan ook niet aarzelen om ons als een bende van oude krokodillen te bestempelen. En dat zijn wij ook. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze plechtigheid bij ieder van ons een gevoelige snaar raakt. Het is op deze momenten van godsvrede dat de politieke meningsverschillen eventjes terzijde worden geschoven en dat vrijmoedig een blik achter het masker wordt gegund. À l'exception de Philippe Moureau et de Gérard Deprez, 2 enfants de la guerre, nous appartenons tous ici. Oui, je savais que tu allais le souligner, mais je parlais de Gérard alors. Nous appartenons tous les autres ici, à la génération du baby-boom, qui a été formée au cours des années 60 et 70 du siècle dernier et qui a donc baigné dans les grands débats politiques de cette époque au point d'en être marqué, voire parfois déformé. Madame la Présidente, la passion de la politique qui a hanté la bande d'anciens 68ards que vous avez devant vous et à laquelle vous venez de rendre un vibrant hommage, n'ont pas hésité très vite à gravir les échelons, à s'emparer de parts importantes du pouvoir, à se voir attribuer des fonctions et des titres importants et ronflants. À l'exception de celle de Premier ministre, il n'y a, je pense, aucune fonction politique que les récipiendaires de ce jour n'ont occupée ou n'occupent encore. De conseiller communal, échevin, bourgmestre, député européen, député régional ou fédéral, chef de groupe parlementaire, secrétaire d'État, ministre, vice-premier ministre, ministre-président, président d'Assemblée, dont président du Sénat, président de parti, ministre d'État, informateur et même réconciliateur royal, comme vous le voyez, ceux qui connaissent une grande longévité parlementaire ne sont pas des élus comme les autres. Ils ont la dent plus dure, ou le sens de la manœuvre politique plus développé, ou, pire encore, ils excellent dans les 2 registres. Pour ma part, il semble que ma voie fut tracée fort jeune, puisqu'à 15 ans, j'annonçais à mon frère, qui est là et que je salue, je ne sais pas où il est là-bas,
J'expliquais à mon frère et à ses contemporains, qui avaient 3 ans de plus que moi, que plus tard je serais ministre ou ambassadeur. C'était très simple. Je fus ministre et j'ai nommé beaucoup d'ambassadeurs ou participé à leur nomination. Je vins au Parlement, la présidente l'a dit la première fois, lorsque j'avais environ 20 ans, pour assister à l'inauguration du portrait de l'ancien président de la Chambre, Paul Kronacker, qui avait été réalisé par mon père, et la cérémonie qui se tenait dans la salle de lecture de la Chambre était présidée par le formidable et très impressionnant personnage qui était l'ancien Premier ministre Achille Van Acker, Achille Sarbon, comme on disait, président de la Chambre à l'époque. Et découvrant le décor somptueux du Palais de la Nation et la qualité de la compagnie, c'est vrai que j'ai décidé immédiatement que j'y siégerais un jour. Ce fut chose faite aux élections de novembre 1981. J'avais tout juste 33 ans et c'était il y a 33 ans. J'ai donc déjà passé la moitié de mon existence dans ces murs et vous comprendrez dès lors pourquoi j'y suis tellement attaché. À l'époque, la vie au Parlement était très différente. Certains parmi nous s'en rappelleront. Le téléphone portable n'existait pas, le fax n'existait pas, l'informatique n'existait pas, l'IPAT donc n'existait pas, et fort heureusement, on ne parlait pas de Facebook ou de Twitter, enfin de tout ce qui conduit aujourd'hui les politiques à réagir avant de réfléchir. Les parlementaires n'avaient pas de bureau, Ils travaillaient donc chez eux ou dans les salles de lecture de la Chambre et du Sénat. Et comme ils n'avaient pas Internet sous la main, ils étaient beaucoup à la bibliothèque du Parlement ou retournaient dans les bibliothèques de leur université d'origine. C'était fort agréable. C'était un autre style de vie, plus calme, mais aussi plus réfléchi, plus méticuleux. Lorsqu'on était désigné rapporteur d'un projet de loi, on prenait beaucoup de notes pour pouvoir vérifier le travail de la secrétaire ou du secrétaire de commission qui n'avait pas l'enregistrement des débats. C'était donc une toute autre responsabilité qu'aujourd'hui. Et ce qui était horrible, c'est qu'en commission, on fumait beaucoup. On fumait énormément, y compris le cigare. Et les séances de nuit n'amélioraient évidemment pas l'hygiène de notre mode de vie. La note de nos teinturiers, elle s'accumulait évidemment, elles aussi, énormément. À l'époque, le bicaméralisme belge était intégral. Et depuis la Chambre, où j'ai siégé 14 ans, je regardais le Sénat et les sénateurs avec beaucoup de respect et d'intérêt. Il siégeait des hommes et des femmes qui devaient avoir tous plus de 40 ans, mais qui avaient souvent une moyenne d'âge bien plus élevée, empreints de profondes expériences dans des secteurs très divers. Beaucoup avaient vécu la guerre, et leur motivation première était d'en préserver les générations futures. Ils voulaient, pour la plupart, moderniser et libérer la société, améliorer la qualité de vie de chacun et construire l'Europe, première des assurances pour la paix. Le risque de guerre était en fait, quasi jusqu'en 1989, une préoccupation très présente de tous. L'épée de Damoclès qui se rappelait régulièrement à notre mémoire. Il y avait eu, après la guerre, le blocus de Berlin, la crise de Suez, la crise de Cuba, Budapest, Prague, pour ne parler que de quelques crises liées à la sécurité directe de l'Europe. Cette grande crainte première s'est aujourd'hui estompée, un peu vite, à mon sens, de nos mémoires. Et la gestion, on y a fait allusion tout à l'heure et je vous en remercie, et la gestion à mes yeux légère de la crise ukrainienne et de la crise de Crimée devrait nous rappeler qu'avant de réagir dans l'immédiateté aux événements, il est préférable d'ouvrir un atlas de géographie, d'ouvrir ses livres d'histoire et d'étudier la culture des peuples. Heureusement que la commémoration du déclenchement de la Première Guerre mondiale est là pour nous rappeler comment l'enchaînement d'événements peut mener à un conflit généralisé au départ totalement imprévu. Cette crise ukrainienne devrait également nous convaincre du rôle essentiel que devrait jouer l'Union européenne et combien il est essentiel de la renforcer
afin que nous soyons capables de choisir notre avenir et non de nous le laisser dicter par Washington ou Moscou. Als gewezen voorzitter van deze assemblée moet het mij van het hart dat ons samen zijn, hoe aangenaam ook, toch in een zekere sfeer van melancholie baat. Voor velen onder ons markeert dit hulde betoon niet alleen het einde van deze legislatuur, maar ook een afscheid van de politiek of van het parlement. Chacun d'entre nous allons en tout état de cause prendre congé du Sénat dans sa structure et dans son rôle actuel. Nombreux sont ceux parmi nous, dans la majorité, qui, même s'ils ont été mis dans l'obligation politique d'approuver la dernière réforme du Sénat, ne l'ont fait qu'à contre-cœur et sans conviction. Vous savez que j'en suis. Si le Sénat devait s'adapter évidemment à la nouvelle transformation de l'État, il est à mes yeux consternant qu'on lui ait retiré son pouvoir d'initiative législatif dans les matières ordinaires et que l'on ait ainsi privé les régions, à travers le Sénat, d'un rôle utile dans l'élaboration de la législation fédérale. Je forme l'espoir et suis personnellement convaincu qu'un jour viendra où les régions exigeront l'extension des compétences législatives du nouveau Sénat fédéral. Het valt dan ook te hopen dat de metamorfose van de Senaat naar een statenkamer alle kansen krijgt, zodat onze assemblée kan openbloeien in het nieuw institutionneel landschap. Madame la Présidente, je vous réitère nos remerciements de tous les 8 et vous souhaite à vous, chers co-jubilaires, beaucoup de bonheur dans les rôles nouveaux ou les vies nouvelles qui vous attendent. Je vous remercie. Beste collega's en beste genodigden, ik verklaar de buitengewone vergadering gesloten. Vous avez remarqué qu'il y a une très belle symbolique dans tout ce qui est les fleurs, hein, la décoration florale, parce qu'il y a les lys et puis il y a les lauriers. Donc nous avons réuni pas mal de symboles. Je ne parle pas des roses et du lierre, c'est une autre symbolique, mais qui se réunit dans cette image. Voilà, je vous invite tous à la réception offerte dans les salons du Sénat. Et la prochaine séance aura lieu le jeudi 24 avril à 10h. Je vous invite à boire un verre.